Chers collègues, merci à vous, mon cher frère, de m'avoir invité à cette rencontre. Permettez-moi de m'appuyer sur le brillant exposé de mon ami Sow pour relancer un peu la réflexion. Il est parti de l'homme en tant qu'être social. Ça, nous le connaissons depuis Aristote. C'est Aristote qui définit l'homme comme un animal politique. Une façon de dire que l'homme est naturellement fait pour vivre en société. Et si l'homme est naturellement fait pour vivre en société, c'est parce que l'homme est incapable de vivre seul. Autrement dit, c'est l'incapacité de l'homme à vivre seul qui le rend social. L'homme a besoin des autres. On dit que l'homme doit son humanité aux autres hommes, que c'est la société qui fait l'homme. Et c'est Karl Marx qui disait que l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Une manière de dire que c'est la société qui fait l'homme, que l'homme est un produit de la société. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec mes élèves sur une question en rapport avec cette thématique. J'avais posé comme sujet: faut-il défendre l'individu contre la société? Faut-il défendre l'individu contre la société? Et là, on est tenté de dire oui, il faut défendre l'individu contre la société. Mais s'il faut défendre l'individu contre la société, mais pourquoi le défendre contre la société? Mais parce que, naturellement, mais la société peut être une menace pour l'individu. La société peut être un obstacle pour l'épanouissement ou à l'épanouissement de l'individu, que l'individu a du mal à vivre en société, même s'il est naturellement fait pour vivre en société. Parce que si la société est une nécessité pour l'homme, tout le monde sait que la société peut être une contrainte pour les individus. Et dans cette perspective, la société devient liberticide. Dire que la société devient liberticide. Liberticide ne veut pas dire ce qui donne la liberté. Parce que dans l'expression, dans le mot liberticide, il y a le mot cide. C'est-à-dire, ça donne l'idée de tuer. Dire que la société est liberticide, c'est dire que la société tue la liberté de l'homme. Que la société est une contrainte. Parce que si on définit liberté comme absence de contrainte, mais la société devient un obstacle à notre liberté. Parce que la vie en société n'est pas une vie de jungle où tout est permis. La société met en place des règles, des normes et exige le respect de ces règles. Or, respecter une règle, c'est s'y soumettre. Ne plus agir au gré de ses envies, si bien que tant que l'on vit en société, on ne serait pas vraiment libre. Si par liberté on entend absence de contrainte. Il faut défendre aussi l'individu contre la société parce que tout simplement, mais la société menace la personnalité de l'individu. On a du mal à vivre en société. Et difficile d'être soi-même quand on est condamné à vivre en société. Cela veut dire que si les rapports entre individus et société sont conflictuels, mais les relations entre individus aussi sont aussi conflictuelles. C'est ce qui faisait dire, vous le savez, à Jean-Paul Sartre, que l'enfer, c'est les autres. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de raisons qui font qu'il faut défendre l'individu contre la société. Et j'avais demandé à mes élèves, mais après avoir montré qu'il fallait défendre l'individu contre la société, quelle antithèse envisager pour ce sujet? Les élèves m'ont dit qu'il était possible de montrer que c'est vrai qu'il faut défendre l'individu contre la société, mais la société aussi a beaucoup d'avantages pour l'individu. C'est vrai que si la société est une contrainte pour l'individu, mais elle est une nécessité pour l'homme. Parce que l'homme ne peut s'humaniser qu'au sein de la société. J'ai dit, mais c'est très bien. Mais il y a une autre perspective possible, parce que des entités sont possibles par rapport à un sujet. Et je leur ai dit, mais vous pouviez montrer que s'il faut défendre l'individu contre la société, mais il faut aussi défendre la société contre l'individu. Parce que si la société menace l'individu, mais l'individu aussi menace la société. Et ça me permet
de glisser pour faire une petite précision sur un débat actuel sur la liberté d'expression. Certains ont dit qu'il fallait revenir sur la liberté d'expression parce que la liberté d'expression elle est bafouée. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés au nom de la liberté d'expression. Parce qu'un individu, un citoyen, a le droit de dire son opinion. C'est vrai, certes. Nous avons le droit de dire nos opinions. Mais la liberté d'expression a des limites. Et c'est Karl Popper qui disait que nous avons besoin de liberté pour empêcher l'État d'abuser de son pouvoir, mais nous avons besoin de l'État pour empêcher l'abus de liberté. C'est important qu'on trouve ce juste milieu-là. Avoir une liberté d'expression, mais savoir qu'il y a des limites. Parce que la liberté d'expression est une liberté qui est encadrée. Et ça me permet de revenir un peu sur le thème qu'on m'a proposé sur la conscience et l'inconscient. Si Aristote définit l'homme comme un animal politique, il le définit ailleurs comme un animal qui parle. Si Spinoza définit l'homme par le désir, parce que Spinoza dit que le désir est l'essence de l'homme. Si Bergson définit l'homme comme un homo faber, parce que l'homme est le seul fabricant d'outils. Et si Jean-Paul Sartre définit l'homme par la liberté, un philosophe du nom de Descartes définit l'homme par la conscience. Il définit l'homme par la pensée. Descartes dit que l'homme est une substance pensante. Et cela est repris par Pascal qui dit pratiquement la même chose. Pascal dit que l'homme est un roseau pensant. La pensée fait la grandeur de l'homme. En parlant de roseau, le roseau est de l'herbe très fine. Dire que l'homme est un roseau, c'est montrer la faiblesse de l'homme. Mais si l'homme est faible, c'est un être faible qui est doué de conscience, qui est doué de pensée. Et toute la grandeur de l'homme, dit Pascal, réside dans sa pensée. Donc, la pensée fait la dignité de l'homme. Nous sommes des êtres qui pensent. L'homme est un être qui pense. Et c'est parce que l'homme serait... l'homme serait, parce que je mets ça au conditionnel. On est en philosophie, pas de certitude, pas de vérité absolue. C'est vrai que nombreux sont ceux qui pensent que l'homme serait le seul être qui pense. Et si l'homme serait le seul être qui pense, il serait le seul être qui parle. Le langage serait spécifique à l'homme. L'homme est le seul être qui parle parce qu'il est le seul être qui pense. Vous savez que l'homme parle parce qu'il pense, et il pense mais parce qu'il parle. Une manière de dire que pensée et langage sont intimement liés. L'homme est défini donc par la conscience. Et la conscience semble marquer une distance entre nous et les animaux. Et c'est la conscience d'ailleurs qui nous permet de s'éloigner de notre animalité. Hegel disait, l'homme est un animal et il le sait. Mais du fait qu'il le sait, il ne l'est plus. J'aime bien cette citation de Hegel. L'homme est un animal et il le sait. Mais du fait qu'il le sait, il ne l'est plus. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, pourquoi dès lors que l'homme sait que c'est un animal, il n'est plus un animal, mais parce que tout simplement, en prenant conscience de son animalité, il peut s'en éloigner. Contrairement à l'animal qui n'est pas capable, qui ne serait pas capable de prendre conscience de son animalité. Xaj xamul ni xaj la, mbaam xamul ni mbaam la, bukki xamul ni bukki la, mais nit xam na ni nit la, du mala, et qu'il est capable de, même s'il sait quelque part que c'est un animal. Ça aussi, on ne peut pas le nier. Il y a une part d'animalité en nous. L'homme fait partie de ce qu'on appelle les mammifères. Nous avons tous les traits biologiques des mammifères. Mais si l'homme est un animal, il sait que c'est un animal. Et c'est parce qu'il sait que c'est un animal, il n'est plus un animal. Parce que toute prise de conscience est libératrice. C'est Georges Bataille qui disait, à travers Nature et Culture, l'homme est l'animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel qui le nie. Et donc, avec cette conscience, l'homme est capable de penser. Avec cette conscience, l'homme est capable de réfléchir. Avec cette conscience, l'homme est capable de connaître le monde et de se connaître. Mais avec cette conscience, seul l'homme est capable de dire « moi, je ». Et Emmanuel Kant, philosophe allemand, de dire « le pouvoir de dire « je » élève l'homme et
infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants. Seul l'homme est capable de dire moi, je, parce que seul l'homme est capable de prendre conscience de soi. Donc je disais que la conscience nous permet de penser, la conscience nous permet de réfléchir, la conscience nous permet d'agir, la conscience nous permet de dire je. Voilà pourquoi certains philosophes considèrent que la conscience nous distingue de l'animal. Que la conscience serait une spécificité humaine. L'homme serait le seul être qui pense. L'homme serait le seul être doué de conscience. Et donc, avec tous ces pouvoirs de la conscience, l'homme se croit supérieur à l'animal. L'homme se croit libre. L'homme se croit responsable. Et l'homme se croit un être souverain, maître de soi. Mais il faut attendre un penseur du nom de Sigmund Freud pour voir comment notre conscience elle est précaire. Cette conscience qui semblait nous relever au-dessus de l'animal serait pourtant précaire, parce que c'est Freud qui dit le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. C'est comme si on disait que le père de famille, le chef de famille, le père de famille n'est pas chef de famille. Je suis le père de famille, mais je ne suis pas le chef de la famille. Je suis le père parce que je suis le père, mais je ne suis pas chef. Autrement dit, ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui prends des décisions. Mais si je suis chef, père de famille, mais je ne suis pas chef de famille, c'est comme s'il y a un chef de famille qui n'est pas moi. Et que moi, je crois que je suis chef alors que je ne suis pas chef. C'est tout le rapport entre conscient et inconscient. Si moi, je suis père de famille et je ne suis pas chef de famille, je crois que je suis chef alors que le véritable chef, c'est ma femme derrière qui est en train de prendre les décisions, qui me pousse à prendre les décisions, qui me pousse à agir, qui me pousse à parler sans que moi je le sache. Donc, c'est comme si moi, je suis déterminé, je suis soumis sans que je le sache. Et voilà pourquoi Freud dit, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Mais attention, si le moi n'est pas maître dans sa propre maison, mais il peut le... Est-ce que le moi peut être maître dans sa propre maison? Pensez-vous, quand Freud dit que le moi n'est pas maître dans sa propre maison, est-ce que le moi peut être maître plus tard dans sa propre maison? Autrement dit, oui. Borom Kër, il n'est pas d'emblée chef de famille, mais il peut l'être. Je dis souvent à mes élèves, je donne souvent des exemples comme ça, je leur dis, jabar buy sey ci kër day indi ñetti yar. Benn mu suul ko ci digg kër gi, benn mu suul ko ci digg mbedd mi, benn mu suul ko ci digg mbedd mi. Jabar, jigéen ñëpp a yem. Pour expliquer le rapport entre conscience et inconscient. Mu ne bu tëddee ba guddi jour bu mu seysee day dindi yar bu mu suul ci digg néeg bi jéem a duma jëkkër ji. Maanaam affaire bi nappante la, n'est-ce pas? Les gars yi naan xeexu bandi la. Et bu nappee jëkkër ji la nuit, le lendemain mu sulli yar bu mu suul ci digg kër gi duma waa kër ga. Le surlendemain mu dem duma waa mbedd ma moo tax jigéen boo gis muy toj mbedd ma néeg ba la njëkkee. Oui, mais bu fekkee dès le départ dafa sulli yar bu mu suul ci digg néeg bi bëgg a dóor jëkkër ji jër yar bi weñaar loxo bi dóor ko na ko fii dóore amul bu ko defee jëkkër ji day am jàmm, waa kër gi am jàmm, waa mbedd mi am jàmm. Cela veut dire quoi? Si le moi n'est pas d'emblée maître dans sa propre maison, mais il peut le devenir. Et que dans cette perspective, il faut dire que l'idée d'inconscient chez Freud n'exclut pas l'idée de liberté. C'est vrai que d'emblée, le moi n'est pas maître dans sa propre maison, mais il peut le devenir. D'emblée, comme je dirais, le père de famille n'est pas chef de famille, mais il peut le devenir. C'est-à-dire que tout doit relever d'une conquête. La liberté est une conquête. Ça relève d'une conquête. C'est par un effort permanent sur soi. C'est par un effort permanent sur l'impact que l'inconscient peut avoir sur ses désirs, sur ses actes, sur ses pensées, sur ses paroles.
c'est par cet effort que l'homme est capable de se libérer de son inconscient jusqu'à devenir maître de soi. Et voilà pourquoi Freud dit, si le moi n'est pas d'emblée maître dans sa propre maison, mais il peut le devenir. Une manière de dire, si je ne suis pas d'emblée libre, mais je peux le devenir. On peut être maître de soi. Tout dépend de l'effort qu'il faut faire pour arriver à se maîtriser, à maîtriser ses désirs, à maîtriser ses pulsions, à maîtriser même l'influence de l'inconscient sur nous. Voilà un tout petit peu les quelques réflexions que je tenais à faire sur ce rapport entre conscient et inconscient, parce que c'est le thème qu'on m'avait proposé. Ben, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, doyen. Je pense que nous allons laisser M. Maxime, après terminer le domaine numéro 2, en nous parlant de la liberté de l'État, pour terminer ça avec des petites illustrations s'il le faut. Liberté. Vous allez connaître avec la liberté, avec l'État. Très bien, très bien. Et donc, on a parlé déjà à travers conscient et inconscient de la liberté. Chez Freud, la liberté n'est pas une donnée, c'est une conquête. Et moi, j'aime toujours articuler ma réflexion autour de sujets. D'ailleurs, je vais un peu évoquer la question de l'État, notamment le rapport entre État et liberté. J'ai posé un sujet récemment dans la révision avec mes élèves, en leur disant, vous pouvez noter ce sujet, serions-nous plus libres sans l'État? Serions-nous plus libres sans l'État? Point d'interrogation. Et vous savez, en philosophie, une question philosophique est une question assez particulière. Parce que dans le domaine de la science, on vous pose une question, cette question n'a qu'une seule réponse valable. Alors qu'en philosophie, on vous pose une question, cette question peut avoir plusieurs réponses valables. Voilà pourquoi, à travers les sujets, on vous demande de faire thèse, antithèse et même synthèse, ce qu'on appelle un plan dialectique. Alors, pensez-vous que nous serions plus libres sans État? Nous sommes dans la thèse. Montrer que nous serions plus libres sans l'État. Et si nous serions plus libres sans l'État, mais c'est parce que l'État, alors, est un obstacle à notre liberté. L'État est un ennemi de la liberté. Et si l'État est un ennemi de la liberté, mais comment vous auriez défini alors la liberté? L'État, liberté définie, comme vous l'avez dit, ma fille, comme totale absence de contrainte. Et ça, cette définition de la liberté, c'est celle de qui? Qui définit la liberté ainsi? Liberté, absence de contrainte, liberté, faire ce que l'on veut. Pensez-vous que c'est ça la liberté? Est-ce que la liberté, c'est faire ce que l'on veut? Est-ce que la liberté, c'est faire ce qui me plaît? Donc, ceux qui définissent la liberté comme absence de contrainte, notamment c'est ce qu'on appelle l'opinion. Et vous savez, en philosophie, on se méfie de l'opinion. L'opinion pense mal, l'opinion ne pense pas, disait Bachelard. Et donc c'est l'opinion qui définit la liberté comme absence de contrainte. Et si nous partons de cette définition de la liberté comme absence de contrainte, alors l'État est un obstacle à notre liberté. Ma question c'est, mais comment l'État serait alors un obstacle à notre liberté? Liberté devenue comme absence de contrainte. Qui peut répondre à cette question? Comme ça. En quoi l'État serait-il alors un obstacle à la liberté? Qui lève la main, qui me donne la réponse? Oui, mon fils. Mais parce que l'État nous pose des lois. Très bien. L'État pose des lois. L'État met en place des lois. Et ces lois apparaissent comme des contraintes qui nous privent de liberté définie comme absence de contrainte. C'est ainsi que vous avez fait l'État. Tout à l'heure, mon ami va revenir sur la question. C'est ainsi que ce qu'on appelle les anarchistes, tous ont critiqué l'État en disant qu'il est un obstacle à l'individu.
Je pense à quelqu'un comme Bakounine qui disait que l'État est un immense cimetière où viennent se sacrifier, mourir et s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. Pour eux, l'État est un obstacle à l'épanouissement individuel, que l'État nous prive de liberté. Et dans cette perspective, nous serions plus libres sans l'État, parce que l'État c'est l'ennemi. L'État serait l'ennemi de la liberté parce que l'État nous impose des lois. Mais ça, c'est la thèse. Mais dans l'antithèse, il va falloir réconcilier liberté et État. Donc liberté et loi qu'incarne l'État. Et pour réconcilier liberté et loi, vous pensez à quel philosophe? Vous pensez à quel philosophe? Vous pensez à... Et quand vous pensez à Rousseau, vous savez, moi je pense à qui en ce moment? À Bousso. Ma femme, elle s'appelle Bousso. J'ai l'habitude de dire, je pense à Bousso quand je parle de Rousseau. Oui, c'est Rousseau qui a montré qu'il était possible d'obéir aux lois sans pour autant renoncer à sa liberté. Mais Rousseau, mais comment cela est possible? Mais comment peut-on obéir aux lois sans renoncer à sa liberté? Il est facile, c'est simple. Comment? Mais faisons de telle sorte que les lois auxquelles nous obéissons ne soient pas des lois qu'on nous impose. Et les gens y ont dit, mais Rousseau, mais comment peut-on obéir à des lois qu'on ne nous a pas imposées? Comment les lois peuvent ne pas être imposées à l'homme? C'est très simple. Comment? Mais que le peuple vote les lois. Que les lois émanent de notre volonté. Si le peuple vote une loi, si le même peuple décide d'obéir à la loi qu'il a lui-même votée, est-ce que le peuple obéit à quelqu'un d'autre? L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté. Ça, c'est Rousseau. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, madame, une loi qu'on s'est donnée. Les lois démocratiques ne sont pas des lois qui nous sont imposées, parce que c'est des lois qui sont votées par le peuple. Mais attention, la démocratie dont parlait Rousseau, c'est ce qu'on appelle une démocratie directe. Je peux dire que cette démocratie n'existe nulle part. Parce qu'une démocratie directe est une démocratie, c'est le peuple, ou c'est le peuple qui vote directement les lois. On parle de démocratie directe. Alors que ce qui existe aujourd'hui, c'est des démocraties indirectes. Parce que imaginez-vous, mais on n'a pas le temps chaque semaine d'aller voter des lois, nous le peuple. Et comme on n'a pas le temps, mais on a élu des gens, des députés qui votent au nom du peuple, qu'on appelle des députés du peuple. C'est comme si, quand les députés votent une loi, c'est comme si c'est le peuple qui a voté la loi, et que Rousseau dit dire que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Et donc, voilà comment Rousseau réussit à concilier liberté et loi. Montrer qu'il est possible d'obéir aux lois sans renoncer à la liberté. Montrer que l'État peut être le garant de la liberté, que la loi, loin d'être un obstacle à notre liberté, mais que la loi, au contraire, était la condition de la liberté. C'est Jean-Jacques Rousseau qui dit « Il n'y a pas de liberté sans loi, car celle-ci en est la condition ». Mais il n'y a pas de liberté sans loi. Les lois garantissent la liberté. Les lois nous préservent notre liberté. Et dans cette perspective, l'État, qui était considéré dans la thèse comme un ennemi de la liberté, devient un garant de la liberté. Mais attention, il ne suffit pas d'obéir à des lois pour être libre. Il ne suffit pas d'obéir aux lois pour être libre. C'est vrai que la loi est la condition de la liberté, mais il ne suffit pas d'obéir aux lois pour être libre. Sinon, mais les sujets d'une tyrannie connaîtraient la liberté. Parce que dans une tyrannie, dans une dictature, on obéit à des lois. Mais est-ce que ceux qui obéissent à ces lois dans une tyrannie sont libres? Non. Pourquoi ils ne sont pas libres? Parce que les lois auxquelles ils obéissent, c'est des lois imposées. C'est des lois contraignantes. Donc, les seules lois qui garantissent notre liberté est ce qu'on appelle les lois républicaines, les lois démocratiques, les lois qui incarnent ce qu'on appelle la volonté générale. Et sur cette question toujours de la liberté. La liberté n'est pas facile à définir. Je crois que c'est Valérie qui disait que la liberté, c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne
parle, qui demande plus qu'il ne répond. Une manière de dire, il n'est pas facile de définir la notion de liberté. Je vous raconte ce dialogue entre celui qui est considéré comme le père du philosophe Socrate avec Calliclès sur la liberté. Calliclès discute avec Socrate sur la liberté et il dit à Socrate, Calliclès, que moi, j'appelle liberté cette capacité à faire, à satisfaire ses désirs, à faire ce qu'on veut sans rencontrer aucun obstacle. Et dans cette perspective, la loi, l'obéissance est un obstacle et contraire à la liberté. Être libre, c'est satisfaire ses moindres désirs sans rencontrer aucun obstacle. Autrement dit, liberté, moi, def lula, ner. Et Socrate qui regarde Calliclès qui lui dit, attention, mais toi, c'est parce que tu ne connais pas la nature du désir. La nature d'un désir est de ne jamais être satisfait. On ne peut pas satisfaire un désir définitivement. Un désir, tu le satisfais tout de suite. Quelque temps après, le même désir revient. Tu le satisfais, le même désir revient. Et Socrate de dire à Calliclès, celui qui cherche à satisfaire ses désirs peut finir à être esclave de ses désirs. Donc celui que tu décris comme étant un homme libre est comparable à cet homme qui est condamné à remplir des tonneaux percés sans jamais être satisfait. Celui qui cherche à satisfaire ses désirs, l'essence du désir est de ne jamais être satisfait. Et Socrate de dire à Calliclès, celui que tu décris, qu'il est libre parce qu'il satisfait ses désirs, en réalité il n'est pas libre, il est esclave, parce qu'il est esclave de ses désirs. Tu n'es pas libre. L'homme libre, dit Socrate, c'est cet homme-là capable de maîtriser et de modérer ses désirs. Vous me comprenez? Pour être libre, l'homme doit tout faire pour se maîtriser. Maîtriser ses désirs, maîtriser ses passions, être maître de soi. Et ça n'est pas donné à n'importe qui, ça demande beaucoup d'efforts. On vous raconte qu'un jour, le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, avait dit aux gens, la petite guerre est terminée. Commence maintenant la grande guerre. La petite guerre, c'est les djihad. D'accord? Il leur dit, la petite guerre est terminée. Commence maintenant la grande guerre. Et les gens lui ont posé la question, mais c'est quoi la grande guerre? Le prophète a répondu, la grande guerre, c'est le fameux djihad nafsu. Bakan. Et ça, c'est la grande guerre. Il faut apprendre à être maître de soi. Il faut apprendre à maîtriser ses désirs. C'est important. Et dans cette perspective, la liberté n'est pas quelque chose qui est donné. La liberté n'est pas quelque chose qui serait inné. La liberté doit relever d'une conquête. Et donc, pour terminer sur cette question de la liberté, il faut faire très attention. Si on vous pose une question sur la liberté, il faut d'abord se demander, mais nous sommes dans quel contexte? Est-ce que nous sommes dans le contexte social politique ou bien est-ce que nous sommes dans le contexte du rapport entre l'homme et la nature? Parce qu'il y a deux rapports. Il y a le rapport entre l'homme et la nature et le rapport entre l'individu et la société. Si je vous dis, par exemple, l'affirmation de la liberté peut-elle se concilier avec le principe du déterminisme? Vous m'avez écouté là? L'affirmation de ma liberté peut-elle se concilier avec le principe du déterminisme? Nous sommes où? Ce sujet pose un rapport entre l'homme et la société ou le rapport entre l'homme et la nature? Nous sommes dans l'espace social politique ou dans le rapport entre l'homme et la nature? Dans ce sujet, vous allez me parler de Rousseau. L'affirmation de ma liberté peut-elle se concilier avec le principe du déterminisme? Vous pouvez me parler de Rousseau? Vous ne répondez pas. Oui, vous ne répondez pas. Est-ce qu'on peut parler? Oubliez que dans le déterminisme, on a la nature. Oui, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle c'est important de pouvoir faire la différence entre le rapport entre l'homme et la nature, mais le rapport aussi entre l'homme et la société. Quand on parle ici de déterminisme, on parle plutôt ici du déterminisme naturel.
Parce que l'homme vit dans la nature et que la nature obéit au déterminisme. Autrement dit, dans la nature obéit à des lois. Ce qu'on appelle les lois de la nature. Et dans la nature, tout ce qui se produit a une cause qui lui est antérieure. Madame, dans ce monde-là, mais le problème, c'est que l'homme est dans la nature. Si l'homme est dans la nature, mais il devrait être soumis à ces lois au même titre que les autres êtres. Autrement dit, certains ont pensé que le déterminisme est un obstacle à notre liberté. Comment je peux être libre dans une nature où tout est déterminé? C'est comme si l'homme ne pourrait pas échapper à ce déterminisme. Si, disent certains philosophes comme Descartes. Descartes dit, attention, l'homme est dans la nature est déterminée, mais l'homme échappe au déterminisme. Comment? Parce que l'homme est une dualité. C'est-à-dire que l'homme est un corps, mais l'homme est aussi une âme. En tant que corps, l'homme appartient à la nature et obéit aux lois de la nature. C'est vrai. Je suis en train de suer, de transpirer, mais parce que mon corps obéit aux lois de la nature. Mais en tant qu'âme, il est capable d'échapper à ces lois de la nature. Parce que, tout simplement, l'homme n'est pas seulement corps, l'homme est aussi une âme. Et en tant que sujet conscient, l'homme est libre, dit Descartes. C'est parce que l'homme est conscient qu'il est libre. Donc il est important, sur cette notion de liberté, de faire très attention. De savoir que la notion de liberté est une notion polysémique et que la liberté peut s'analyser sur des domaines différents et que les avis sont partagés sur la conception de la liberté. Si certains pensent que l'homme est libre, d'autres pensent que l'homme n'est pas libre, l'homme doit plutôt chercher à se libérer. Et donc voilà un peu les quelques réflexions que je tenais à faire sur cette notion de liberté. M. Sougou, je vous remercie. Merci doyen, merci beaucoup. Donc, on va passer aux remerciements et aux remises de diplômes. Après, M. Maxime va venir sur certains sujets et les traiter. Donc, j'appelle les représentants des renforcements qui avaient participé au GNEANER, à savoir The Best, CSCR et CRAP, pour recevoir leur certificat de participation. Si chaque renforcement peut envoyer une personne pour qu'il puisse venir. Pour les renforcements qui étaient là par rapport au GNEANER.